Mon premier discours sur la plongée sous-marine. J'y vais. Mesdames et messieurs, j'ai ce soir choisi de vous parler de la plongée sous-marine parce que c'est une de mes passions que je n'ai pas pu pratiquer depuis déjà un petit temps, mais que j'espère pouvoir bientôt retrouver. Alors, notre Terre est recouverte à 70% d'eau. Pourtant, le grand bleu, à bien des égards, est encore méconnu de l'homme. Depuis des temps immémoriaux, océans, mers, lacs et fleuves ont fasciné l'homme. Et pour cause, ils sont pour l'humanité une source de nourriture, de matériaux et d'objets précieux, comme les perles que l'on retrouve dans les huîtres. Mais plus encore, ils sont source d'émerveillement, de beauté, de mystère. Il n'est pas étonnant que l'homme ait depuis toujours voulu en explorer les moindres recoins. Certains peuples, comme les Bajo en Indonésie, ont même développé des adaptations physiologiques et génétiques leur permettant d'améliorer leur performance en apnée. Et l'envie d'explorer les profondeurs a encouragé les plus audacieux à déployer des trésors d'ingéniosité pour s'équiper de machines leur permettant d'aller toujours plus profond. Ainsi, l'invention d'un des premiers appareils permettant l'exploration sous la surface de l'eau, la cloche de plongée, remonterait au IVe siècle avant Jésus-Christ, à l'époque d'Alexandre le Grand. Le principe en est simple. Il suffit de descendre verticalement dans l'eau à l'aide d'un câble, une chambre emprisonnant un volume d'air suffisant pour qu'une ou plusieurs personnes y travaillent. Si l'air peut être renouvelé, ce qui est le cas actuellement grâce à nos équipements modernes, le plongeur peut y rester plus longtemps. Aujourd'hui, ce système extrêmement utile est largement utilisé dans divers domaines, tels que la construction subaquatique, lors de la construction de ponts par exemple, l'exploration pétrolière, l'océanographie et bien d'autres encore. Alexandre le Grand, lui, s'en serait servi pour explorer la Méditerranée à plusieurs mètres sous la surface. Et j'imagine que certains parmi vous n'ont pu s'empêcher de repenser à Jack Sparrow et Will Turner se rendant sous l'eau jusqu'au vaisseau de la Marine royale qu'ils avaient prévu de voler, et ce, au nez et à la barbe des gardes du port. Faisons maintenant quelques bonds dans le temps pour en arriver à un autre appareil permettant la plongée en profondeur. Le scaphandre, l'ancêtre encombrant et peu pratique des combinaisons de plongée en néoprène d'aujourd'hui. Peut-être avez-vous en tête l'image du scaphandre que revêtit Tintin pour aller fouiller l'épave de la licorne à la recherche du trésor de Rackham le Rouge. Eh bien, ce scaphandre fut décrit pour la première fois en 1405 par l'ingénieur militaire allemand Konrad Kaiser, qui avait imaginé une sorte de robe de plongée faite d'une combinaison de cuir à laquelle était attaché un casque de métal équipé de 2 vitres. À ce casque était attaché un tuyau de cuir permettant d'apporter de l'air au plongeur depuis la surface. Léonard de Vinci s'était lui aussi prêté à l'exercice d'imaginer un appareil permettant de respirer sous l'eau. Cependant, il fallut attendre 1715 pour que le premier prototype soit mis au point par le chevalier Pierre-Rémy de Beauve. Un siècle plus tard, en 1819, Augustus Siebe inventa une combinaison de plongée qui ne couvrait que le haut du corps, composée d'un casque de métal attaché à une veste en cuir qui se terminait sous la taille du plongeur. L'air était amené au plongeur en continu par un tuyau relié à une pompe à la surface, et l'ensemble fonctionnait comme une cloche de plongée ouverte, si vous voulez, l'air excédentaire s'échappant par le bas de la combinaison. Cependant, les mouvements du plongeur étaient très limités, en ce sens qu'il devait absolument rester en position verticale. Par la suite, dans les années 1830, Augustus Siebe aida les frères Dean à faire du casque qu'ils avaient inventé pour les pompiers, pour les protéger de la fumée, un casque adapté à la plongée sous-marine.
Et ce fut une véritable réussite. Cependant, l'on était encore loin de l'autonomie de mouvement et de temps dont on jouit aujourd'hui. Il fallut attendre encore 1864 pour que soit mis au point par Benoît Rouquayrol et Auguste de Nérouze le premier scaphandre autonome alimenté par une réserve d'air comprimé. Ce scaphandre donnait au plongeur une autonomie d'une demi-heure à 10 mètres de profondeur. Et pour protéger le plongeur du froid des profondeurs marines, les deux ingénieurs français équipèrent leur système de respiration d'un habit étanche en caoutchouc. Ce scaphandre était autonome non seulement car il était désormais relié à un réservoir d'air portatif et non plus à un tuyau amenant l'air en plongeur depuis la surface, mais il était également équipé d'un détendeur, un dispositif permettant de réguler le flux d'air que respire le plongeur. Ce scaphandre fut présenté à l'Exposition universelle de 1867, où il obtint la médaille d'or et où il fut découvert par Jules Verne, qui en équipa le capitaine Nemo dans son célèbre roman 20 000 lieues sous les mers. La technologie de Rouquayrol et de Nérouze fut améliorée au fil des années pour qu'enfin, en 1943, soit inventé le scaphandre autonome moderne par Émile Gagnan et le célèbre Jacques-Yves Cousteau. Parlons-en d'ailleurs de Jacques-Yves Cousteau, ce célèbre explorateur et océanographe français que l'on surnommait le commandant Cousteau ou encore le Pacha, et qui fut l'une des figures les plus emblématiques des débuts de la plongée moderne dans le monde. Tous les férus de ce sport subaquatique connaissent son grand sourire et son célèbre petit bonnet rouge dont il était toujours affublé. Mais surtout, l'on se souviendra de lui comme l'un des premiers à avoir exploré les fonds marins et filmé ses aventures. Cet aviateur de formation se tourna vers la mer après avoir été victime d'un accident de la route qui le cloua au sol pour de bon. Ne pouvant plus explorer les cieux, celui-ci décida donc d'explorer les fonds marins. En 1950, il se lança à bord de la Calypso pour une aventure qui dura plus de 40 ans. Les multiples documentaires qu'il réalisa sous l'eau, dont Le monde du silence, qui lui valut la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1956, permirent d'attirer l'attention du monde entier sur le désastre écologique dû à la surexploitation des ressources marines et à la dégradation des zones côtières qui se tramait à l'insu de tous sous la surface. Par sa vie et par son œuvre, Jacques Cousteau fut un acteur majeur dans cette prise de conscience. Avec plus de 70 films pour la télévision et plus de 50 livres à son actif, le commandant Cousteau fit découvrir l'océan à des millions de personnes. Par ailleurs, il savait qu'il fallait s'organiser pour protéger la planète. Aussi, il créa en 1974 The Cousteau Society, une organisation de droit américain à but non lucratif, puis son équivalent français, la Fondation Cousteau, en 1981. La fondation fut plus tard renommée en l'Équipe Cousteau. En 1990, Cousteau lança une pétition mondiale pour sauver l'Antarctique de l'exploitation minière et ses efforts furent récompensés étant donné que cette terre vierge fut protégée pendant au moins 50 ans. En 1992, le commandant Cousteau fut l'invité officiel de la Conférence des Nations Unies pour l'environnement et le développement à Rio de Janeiro. Cependant, personne n'est éternel, pas même le commandant, qui s'éteint le 25 juin 1997 à Paris et chargea ses fondations de poursuivre son œuvre. Sa disparition fut ressentie jusqu'aux États-Unis et au Canada, dont il était l'un des Français préférés. Le réalisateur, James Cameron, qui affirmait tenir sa veine écologique de Cousteau, disait même « Il a développé l'imagination de toute une génération. Je pense qu'il a eu un impact profond sur tous les hommes de la planète. » Fin de citation.
Si Jacques Cousteau et tant d'autres aimaient et aiment encore tant la plongée, qu'elle soit pratiquée par plaisir ou pour des raisons professionnelles, c'est qu'ils avaient de bonnes raisons. Aussi, je voudrais maintenant vous parler des plaisirs de la plongée et des nombreuses raisons pour lesquelles, si vous ne vous y êtes encore jamais frotté, vous devriez plonger sans plus attendre. Tout d'abord, et comme je le disais au début du discours, notre Terre est recouverte à 70% d'eau. Les possibilités de découverte et d'aventure sont donc infinies. Et même si actuellement, seul 1% des profondeurs des océans de la planète est accessible aux plongeurs récréatifs, cela suffit pour explorer ce monde majestueux pendant plusieurs vies. Outre l'incomparable sensation que procure le fait de respirer sous l'eau, alors qu'on se trouve à 10, 20 ou 40 mètres sous la surface, les fonds marins sont une source inépuisable de beauté et de sérénité. Les écosystèmes variés des différents océans, mers, lacs et carrières de notre Terre abritent une faune et une flore semblant parfois tout droit sortis d'une autre planète. Une fois submergé, vous pourrez survoler des épaves de navires, nager parmi les bancs de poissons colorés, observer les algues et les coraux, et ce, de manière tout à fait détendue. La détente, une autre raison qui pousse des milliers de personnes à se transformer en humains-poissons. Lorsque vous êtes sous l'eau, le silence règne, uniquement perturbé par le bruit de votre respiration et des cris de la faune marine. Et si ce n'est pas suffisant, la sensation d'apesanteur finira de décrisper vos muscles et vous plongera dans un état de félicité apaisante. En outre, la plongée est accessible à tous. Hommes, femmes, jeunes ou plus âgés, nul besoin d'être un sportif de haut niveau. Une formation de débutant et une condition physique basique vous ouvriront déjà bien des portes, ou bien des eaux, devrais-je dire. À condition, bien sûr, d'être accompagné par des professionnels diplômés et expérimentés. Si vous désirez cependant aller plus loin dans votre exploration, des formations et un entraînement physique plus poussé seront nécessaires, mais ce n'est rien d'impossible pour des passionnés. De plus, la plongée est un sport doux, à la mesure du vélo ou de la marche, qui vous permet de brûler entre 450 et 550 calories pour une plongée de 45 minutes. Le mouvement de palmage permet de muscler cuisses, fessiers et abdominaux, et ce sans endommager vos articulations, étant donné que vous flottez. Il n'y a pas de choc. Les bienfaits physiques de la plongée sont donc nombreux. Enfin, la plongée est bien plus qu'un sport ou qu'un métier, car elle vous permettra de découvrir de nouvelles destinations, de nouvelles cultures, de vous faire des amis. Elle permet à des gens d'âge, de profession et de cultures différentes de se rencontrer et de partager ensemble le plaisir de la découverte du milieu sous-marin. Ce n'est pas seulement un loisir, c'est tout un art de vivre, un savoir-vivre dans le respect de notre environnement qui nous émerveille et nous rappelle, s'il le fallait encore, que nous, êtres humains, ne sommes qu'un petit poids dans l'univers. Alors, tentez ?